Bonjour à tous et merci d'être là. On va attendre une petite minute que tout le monde se connecte. Il n'y a pas de personnes qui se connectent et on attaquera l'événement. Donc vous regarderez, vous avez en bas, vous avez dans le webinaire, vous avez une partie où vous pouvez répondre à des questions. Donc vous avez au niveau des participants, vous avez une chat et vous avez également des questions. Et donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous mettez bien pas sur l'onglet chat mais sur l'onglet questions, comme ça on y répondra, mais plutôt à la fin du webinaire. Donc on va partager donc on va partager l'écran. On va vérifier que tout est bon. Ok, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez l'écran et que vous m'entendez correctement? Ok, c'est parfait. Eh bien, écoutez, il est 13h01, on ne va pas plus attendre, on va démarrer et on va démarrer cette session. Donc, on a 30 minutes, ça va se décomposer en à peu près une 20-25 minutes de présentation, un peu monodirectionnelle, et après, on répondra à des questions sur le sujet que vous aurez pu poser au fur et à mesure. Donc, on a fait ce petit webinaire de manière anticipée par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, par rapport à la nouvelle réglementation S21, qui est encore pas claire, évidemment. Et donc, je pense que vous avez bien suivi ces sujets-là, mais en tout cas, nous, on a eu beaucoup de questions sur notamment l'autoconsommation collective autour de ces adaptations. Et on va voir justement pourquoi on a eu pas mal de questions. Et donc, l'idée, c'est de décrypter tout ça. Donc, la présentation, on l'a décomposée en 3 grandes parties, plus les questions-réponses. Plutôt un contexte sur qu'est-ce qui se passe dans le monde et en France en particulier. 2 exemples très concrets de projets de rentabilité autour de ces sujets d'autoconsommation multi-compteur et collective. Un slide sur la boîte et finalement les questions-réponses. Donc au niveau du contexte, déjà, ce qu'il faut comprendre au niveau mondial. Donc ça, c'est vraiment une tendance macro. On va prendre un petit peu de la hauteur. Voilà, j'espère pas trop, mais en tout cas, on va en prendre un peu. Ce qu'on appelle les tarifs d'achat, donc les feed-in tarifs, FIT, qu'on retrouve un peu dans les différents pays du monde, qui permettent en fait avec un acheteur obligé, donc c'est EDF-OA en France, donc, qui est l'État derrière, d'avoir un niveau de rémunération fixe et garanti. On n'est pas lié au marché de l'énergie ni à l'autoconsommation. Et en revanche, c'est des systèmes qui peuvent coûter cher à l'État. Donc c'est ça. Donc en général, ces systèmes-là, c'est tous des systèmes pour des marchés peu matures. Au fur et à mesure que le marché gagne en maturité, alors c'est pas vrai, hein, c'est pas une généralité, mais globalement c'est ça, on passe vers ce qu'on appelle des feed-in premium ou des compléments de rémunération. Il y a des petits détails, on va pas aller dans les petits détails là-dessus, mais l'idée c'est que de plus en plus, on n'est pas avec un acheteur obligé, mais on est en vente directe sur un marché, et notre rémunération, elle dépend du marché de prime. Ce marché, on verra qu'il peut être local, il peut être global, il peut être centralisé, mais en tout cas, on est de plus en plus proche du marché. C'est ce que veut l'autoconsommation au sens large. Au plus on est vers de l'autoconsommation, au plus on va être indépendant d'un tarif de l'État, on est plus soumis au prix de l'énergie, et du coup, on a une indépendance. Et donc, le monde entier bascule de feed-in tarif vers ce qu'on appelle des feed-in premium, des compléments de rémunération, ces sujets-là. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau global et qui permet en gros d'avoir des centrales qui sont plus financées avec des garanties de l'État, mais qui sont financées avec des garanties privées. Donc ça, c'est vraiment quand on prend de la hauteur globale et qu'on voit ce qui se passe en Australie, en Allemagne, etc., sur des marchés renouvelables un peu plus avancés. Et derrière, en fait, une fois que vous faites ça, ça emmène du coup le besoin de créer des nouveaux marchés pour commercialiser son électricité. Pourquoi? Parce que le marché d'électricité tel qu'il a été constitué jusqu'à présent, c'est pour des gros producteurs. Et donc la question, c'est comment on fait des simplifications. Donc la première qui est apparue déjà il y a quelques années, c'est l'autoconsommation individuelle, qui est très intéressante, mais qui a 2 verrous principaux. Le premier, c'est que vous êtes limité au même compteur.
Et le deuxième verrou fondamental de l'autoconsommation individuelle, c'est que le producteur et le consommateur doivent être la même personne. C'est le premier verrou qu'on a. On a également, dans quelque chose qui est proche des marchés de l'énergie, l'apparition de PPA, Power Purchase Agreement. On n'ira pas dans le détail là-dessus. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est apparu, qui correspond plutôt à du marché de l'énergie traditionnel, mais qui permet voilà, des ventes directes. C'est plutôt orienté vers des grosses centrales, parce qu'il y a des complexités de mise en œuvre aujourd'hui, c'est pas vraiment généralisé. Et donc la mise en place de PPA avec plutôt des électro-intensifs, en tout cas des gros consommateurs, elle se développe. Et donc ça répond toujours à cette problématique-là, de comment je commercialise en direct. On a les communautés d'énergie renouvelables autour de l'autoconsommation collective et du sous-comptage virtuel, donc c'est plus là où on va aller de notre côté pour regarder ce qui se passe sur les petites toitures. Vous voyez le segment 0-500 kW qui est vraiment affecté autour de ce segment du S21. Et en tout cas, qu'est-ce qui se passe sur ce sujet-là? C'est, et de plus en plus, que ce soit en Europe ou dans le monde, que ce soit en Chine, de plus en plus, on voit que ces petites centrales-là, si on veut une commercialisation de l'énergie en direct, donc une autoconsommation possible et pas un feed-in tarif, c'est des centrales qui vont pas aller sur le marché de l'énergie classique, donc on a besoin de créer des nouveaux marchés locaux d'énergie. Donc c'est ce qui se passe à travers le monde. En France, ça s'est décliné à travers l'autoconsommation collective, et on va zoomer plus en détail. Mais en tout cas, bien avoir ce contexte global de, ok, qu'est-ce qui se passe au niveau monde? C'est quoi la tendance de fond? Donc en gros, c'est financement des renouvelables privés, de plus en plus proche du marché, et la transition entre pur marché et tarif d'achat, feed-in tarif, c'est ces modèles-là qui se développent. Et dans tous les pays. Europe, mais voilà, vraiment, il faut avoir conscience que c'est pas juste européen. Il y a les mêmes choses en Asie, il y a des mêmes choses en Amérique du Sud. Enfin, voilà, c'est assez généralisé. Maintenant, si on regarde le contexte France et qu'on regarde l'obligation d'achat. Donc cette obligation d'achat sur notre segment qui nous considère, donc si je prends le segment Enedis de 0 à 250 kVA, donc la basse tension, on a 8 gigawatts en injection de la totalité à fin 2024, 3 gigawatts à peu près en injection du surplus et 0,4 gigawatts sans injection. Ces chiffres-là, ça signifie que 90% de l'énergie, plus que ça même, on ne peut pas l'estimer finement par rapport à l'injection du surplus, mais 90% de l'énergie aujourd'hui, elle est valorisée en obligation d'achat. La philosophie globale, peu importe ce qui sort là à court terme, en tout cas à moyen terme, c'est une évidence, et même à long terme, c'est que ce chiffre-là, il va devoir être en gros, globalement inversé, enfin opposé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 90% d'énergie qui est valorisée en obligation d'achat. Demain, on devra avoir à peu près 10%. Et le reste, il faudra trouver des débouchés soi-même pour cette énergie-là, à travers des consommateurs, à travers de l'autoconsommation individuelle, à travers du stockage, plein de choses. Mais en tout cas, il faut bien comprendre que ces tarifs d'achat et cette obligation d'achat, de plus en plus, ça va être un filet de sécurité pour financer les projets. Donc typiquement, voilà, ça permet, il va être suffisamment bas pour avoir une rentabilité, on va dire médiocre, mais qui permet d'accéder à de la dette bancaire, des choses comme ça, des garanties. Et la marge de ces projets-là, l'endroit en fait où on arrivera à générer le plus de revenus, ça se fera grâce à l'autoconsommation, la vente locale, potentiellement de la vente marché en intégrant du stockage, des choses comme ça, mais c'est ça le contexte. Et peu importe le tarif exact qui sort, c'est ça la direction globale que l'on prend aujourd'hui au niveau France. Et donc, si on regarde ça d'un peu plus près sur le segment France, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris des éléments de prix sur le prix de sous-tirage ici. Donc, un prix de sous-tirage aujourd'hui, donc ce que vous payez. Hein, donc là, on l'a mis à 20 centimes et on a mis des approximations sur les chiffres parce qu'ils peuvent être variables. On a le prix de l'électricité, enfin de production. On a l'acheminement. On a les taxes sous forme de ce qu'on appelle l'accise ou anciennement plutôt CSPE, et on a la TVA. C'est les différentes composantes. Si on regarde les ordres de grandeur, pour un segment plutôt moins de 36 kW, l'accise, elle représente à peu près 3 centimes, entre 2,5 et 3,3 sur ce segment-là. L'acheminement, alors là, c'est très variable. L'acheminement, il faut savoir qu'entre des heures creuses été et des heures plein hiver, l'acheminement, il peut varier entre 1 centime et 6 centimes, c'est ça les ordres de grandeur, donc c'est très variable, et donc il faut le considérer.
et la TVA que je ne débattrai pas. Donc, ce qu'on connaît bien, c'est qu'en autoconsommation individuelle, on économise tout. En autoconsommation collective, jusqu'au mois de janvier, on n'économisait que la part énergie. Donc, on n'économisait pas l'acheminement, on n'économisait pas l'accise et on n'économisait pas la TVA. Et donc, la rentabilité des projets en obligation d'achat, elle se faisait, alors la petite flèche, elle s'est un petit peu décalée, mais elle se faisait sur ce différentiel entre le DFOA ici et l'autoconsommation collective et cette part énergie. Donc, elle se faisait juste avec cette différence ici de hauteur entre les deux volets. Donc là, on a deux phénomènes qui apparaissent, alors sur plusieurs segments, a priori, donc sur le segment 100-500, c'est évident. Sur le résidentiel aussi, mais j'en parlerai pas trop aujourd'hui. Mais en tout cas, on a un prix EDFOA qui est en train de baisser ici. Et on a au niveau de l'autoconsommation collective, l'exonération d'assises. Aujourd'hui, en autoconsommation individuelle, on était exonéré de cette assise sur l'électricité. Désormais, on est aussi exonéré en autoconsommation collective. Donc, à quoi ça emmène? Ça emmène à cet écart-là. C'est-à-dire qu'avant, on avait juste le petit écart entre la CC et EDFOA ici, ce qu'on voit ici. Donc, c'était, on parlait de 1,5, 2 centimes, ça dépendait des cas. Hein. Mais avec la baisse des prix sur le marché, l'écart était vraiment pas énorme. Sauf quand le DFOA était vraiment bas, notamment sur le segment vente de surplus de 9 à 100 kW, qui est qu'à 7,61. Et là, en fait, on a un double phénomène. On a un EDFOA, typiquement sur le segment 100-500, qui devrait passer à 9,45. Donc, on verra. Et on a l'exonération d'assises. Donc, typiquement, l'écart que vous avez ici de rentabilité, le gain, il augmente très fortement. Et donc, ce qu'on veut vous montrer là, à travers deux exemples, typiquement, c'est, OK, dans ce contexte-là, avec une baisse de DFOA, que ça soit sur le segment 900, enfin, peu importe les segments qu'on arrive avec, en gros, cette baisse d'obligation d'achat, comment on fait pour rentabiliser? Ben nous, voilà, on milite clairement sur plusieurs aspects. Sur un, l'autoconsommation individuelle, qui est déjà quand même bien acquise. La généralisation de l'autoconsommation collective. Aujourd'hui, on parle de 1000 projets, c'est anecdotique. Aujourd'hui, on peut faire des projets d'autoconsommation collective avec deux compteurs. Vous avez un compteur, c'est de la production, vous avez un compteur, c'est de la consommation. Vous mettez ces deux ensemble, ça vous fait de l'autoconsommation. C'est beaucoup plus simple à mettre en place que ce qu'on pense. En tout cas, on essaye de le rendre le plus simple possible. Et donc là, on va vous montrer, à travers deux exemples, l'écart de rentabilité qu'on peut avoir sur des projets entre le 31 janvier et le 1er février par rapport à ces deux phénomènes. Un, baisse de l'EDFOA, deux, exonération d'assises. Donc, premier cas qu'on retrouve de manière assez classique, un bâtiment, 36 kW de solaire. Vous avez un projet 36 kW de solaire en autoconsommation. Vous avez d'autres bâtiments disponibles, typiquement sur des communes. Ça, c'est un scénario qui est vraiment classique. Mais ça peut être aussi des 36 kW. On a fait des 36 kW typiquement agricoles. Vous faites 36 kW sur un petit bâtiment agricole et vous alimentez deux compteurs professionnels, plus que quelques compteurs de particuliers qui sont autour, notamment les gérants de l'exploitation, par exemple. Ça, c'est des cas très classiques. Et donc, on a fait une étude ici où on vous montre, OK, on prend trois scénarios, autoconsommation individuelle, autoconsommation collective avec les données de janvier et autoconsommation collective avec les données de février. Donc, on voit déjà sur ce segment-là que l'obligation d'achat, j'en reviens, entre janvier et février, elle ne devrait pas bouger. Par rapport aux dernières informations qu'on a, elle ne devrait pas bouger. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Là, on obtient, donc en bleu, vous avez le cash cumulé des revenus générés par la centrale en autoconsommation individuelle. Donc, on est parti sur un coût d'investissement d'1 euro du watt, il me semble, pour cette centrale. Et après, vous avez en vert clair ce qui s'est passé avec de l'autoconsommation collective et typiquement avec le cas d'étude du mois de janvier. Et en jaune, ce qui se passe au 1er février grâce à l'exonération d'assises. Là, dans ce cas d'étude-là, on voit que le DFOA, il n'a pas bougé sur ce segment-là. Donc, c'est vraiment l'exonération d'assises qui apporte cette rentabilité supplémentaire. Donc, de combien on parle? Donc, Donc, le petit gap au début, c'est lié à la prime à l'investissement. De comment on parle en termes de rentabilité? Aujourd'hui, on parle de un projet de base en vente de surplus classique qui était à peu près à 5 600 € annuels,
un projet qui va monter à quasiment 8 400 € sur un prix d'énergie très raisonnable. On n'est pas sur des prix d'énergie de crise énergétique ou des choses comme ça. Et donc un TRI qui va être vraiment bon, même avec des centrales à 1 € du watt ou plus, il n'y a pas de verrou à ça. Donc ce qu'on voit, c'est que le revenu grâce à l'exonération d'assises, il va monter de 10 à 15%, donc c'est vraiment pas négligeable. Et cet élargissement à l'autoconsommation qui était très logique, il apporte un gros gain de rentabilité. Et typiquement sur ce segment-là, en vente de surplus, l'autoconsommation collective, elle va rapidement devenir le standard. Pourquoi? Parce que le DFOA, il est à 7,61, donc il est bas. Sauf que ce segment-là, on sait que ça va devenir rapidement le standard, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que le segment 100-500, il se rapproche proche de ce tarif. Les tarifs qu'on parle pour le petit sol, ce qu'on appelle le S21 petit sol, on parle d'un tarif qui est plutôt à 80-85 € du mégawattheure. Donc vous voyez, sur le même ordre de grandeur. Donc pareil, tous ces segments, on voit qu'ils vont aller vers un intérêt. Et derrière, si on regarde les segments, on a pris un autre exemple sur un bâtiment. Là, cette fois, on est sur un bâtiment de 150 kW solaire. Donc aujourd'hui, sur ce segment-là, le standard, c'est plutôt la vente totale, parce que pour des raisons de compteurs dédiés, de transformateurs dédiés, voilà, de puissance d'installation. Ce qu'on s'aperçoit sur ces installations, c'est que ça soit des bâtiments, des centrales existantes ou même à construire. La vente totale, elle est pareille, elle est en train de perdre son avantage économique par rapport à l'autoconsommation collective, même avec des faibles autoconsommations, c'est ça qu'on va vous montrer. Donc sur ce scénario, qu'est-ce qu'on part? On part sur une centrale de 150 kW avec un compteur dédié, donc initialement en vente totale, et on va regarder si on autoconsomme 25 000 kWh. Donc 25 000 kWh, c'est quoi? C'est une quinzaine de pourcents. On parle pas de taux d'autoconsommation astronomique. Là, on parle de cas d'étude, de centrales qu'on peut avoir en opération. Nous, vous avez une grosse centrale agricole. Au niveau agricole, il ne consomme pas tant que ça, mais vous prenez la consommation du site agricole plus sa maison et son gîte, vous allez arriver assez rapidement à 5, 10, 15% d'autoconsommation juste avec ces consommateurs-là. Et donc là, on vous a fait un scénario où on a comparé la vente totale avec l'autoconsommation collective, typiquement ce qu'on pouvait avoir en janvier, et l'autoconsommation collective avec les nouvelles règles de février. Donc les nouvelles évolutions. Et donc ce qu'on a fait là dans le scénario, c'est qu'on ne vous a pas calculé la rentabilité globale de l'installation solaire. On a fait comme si la centrale solaire elle avait déjà été créée. Et on a regardé pour upgrader, si vous voulez, pour optimiser cette centrale. Et ça, on en a encore, c'est pas encore une généralité, mais probablement ça va le devenir, des centrales existantes. Ça vaut vraiment le coup de les passer en autoconsommation collective parce que vous ne perdez pas le tarif EDFOA. Ça, c'est le premier élément. Donc, vous ne le perdez pas. Et vous pouvez booster la rentabilité. Donc, qu'est-ce qu'on a mis ici? En bleu, ce que vous voyez à 0 €, partiellement caché par le petit logo, c'est le scénario de vente totale. C'est-à-dire que c'est notre scénario de référence. On a dit, OK, on n'a pas regardé combien on gagne en absolu, on a regardé combien on gagnait en relatif par rapport à de l'autoconsommation collective. Ce que vous voyez en vert ici, c'est l'autoconsommation collective, c'est les gains qu'on pouvait avoir au mois de janvier, en partant sur deux paramètres. Le premier, c'est que le tarif EDFOA, il est à 10,52 sur ce paramètre-là. Et le deuxième élément, c'est qu'il n'y avait pas d'exonération d'assises. Et ce qu'on a en jaune ici, c'est la même centrale, ce sont les mêmes éléments d'autoconsommation, sauf que ici, le tarif de référence qu'on prend en EDFOA, il est à 9,45 et on a une exonération d'assises. Donc, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que même avec une autoconsommation qui n'est pas énorme, on arrive déjà à un niveau de rentabilité qui n'est pas du tout négligeable. Alors, on parle de combien en gain par rapport à un scénario? Typiquement, aujourd'hui, sur une centrale comme ça en vente totale, donc de 150 kW, on va améliorer les revenus d'à peu près 1 800 € par an sur ce type de centrale par rapport à la vente totale. Donc typiquement, sur ces opérations-là, qui vont être des opérations, ce qu'on appelle d'autoconsommation patrimoniale, qui sont avec la même personne, qui va avoir peut-être 1 ou 2 compteurs qui peut autoconsommer, sur ce projet-là, typiquement, même avec 5% d'autoconsommation sur cette centrale-là, la mise en place d'une autoconsommation collective, elle était pertinente. On avait déjà de la rentabilité suffisante pour la déployer. Donc voilà, c'est ça qu'on veut vous mentionner, c'est que, OK,
oui, le S21, il peut apporter des défis, en tout cas pour financer les centrales comme on avait l'habitude de les financer. Et ça sera notamment le cas sur le segment résidentiel, qui lui, par contre, va avoir des challenges plus forts, à mon sens. En revanche, sur les autres segments, il faut voir que l'exonération d'assises notamment, et même les prix de l'énergie qu'on peut avoir aujourd'hui, elle apporte vraiment des opportunités pour avoir des revenus à minima équivalents à ce qu'on avait avant et même supérieurs. Donc voilà, c'est ça qu'on voulait vous montrer sur ces deux cas d'études. Et pour vous dire, voilà, l'autoconsommation collective, c'est beaucoup moins complexe à déployer et long à déployer que ce que vous pouvez le penser. Et en tout cas, on essaye de faire ça, on essaye en tout cas de le généraliser, que ça devienne un standard. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait en quelques mots? Bon, on intervient sur 3 étapes avec nos outils digitaux et un accompagnement sur la partie amont pour les études, notamment pour déterminer les prix de vente et pour calculer des scénarios. Donc on a des outils pour ça, pour calculer les scénarios entre une vente totale et une vente de surplus et de l'autoconsommation collective. On a beaucoup travaillé la fonction, une deuxième fonction à la fois digitale et de simplification administrative, où on gère la PMO déléguée, on gère les contrats de vente standard et on a des solutions digitales pour la saisie des informations des participants. Ça permet, pour un participant et pour créer une opération, en quelques clics, d'un point de vue participant, que ce soit producteur ou consommateur, il peut démarrer une opération de ce type-là multi-compteur. Et évidemment, sur la suite logicielle, on a le dernier outil qui nous permet en fait de faire les affectations d'énergie qu'on a définies. Donc évidemment de manière dynamique, mais qui permet également d'avoir tous les bilans journaliers, mensuels, et de vérifier la conformité avec les différents flux Enedis. Donc vraiment, voilà, on essaie de se positionner comme ça de manière assez verticale pour accompagner ces projets et pour les rendre standards. Voilà, pour vraiment se dire, on veut plus que ça soit un verrou psychologique de dire ok, ah ben non, je vais faire une autoconsommation collective, c'est compliqué. Voilà, on veut vraiment lever ça et on travaille tous les jours pour le simplifier au maximum. Donc, si vous voulez qu'on discute plus en détail de ça, voilà, vous voulez aller plus loin, 2 informations. On sera présent au salon Bipositive du 25 au 27 mars pour ceux qui sont du côté de Lyon. Donc voilà, et n'hésitez pas, vous pouvez aussi réserver un rendez-vous directement sur notre site boîte.fr. Voilà, il y a un petit lien, vous prenez un rendez-vous, vous avez pas mal de créneaux disponibles et on peut discuter voilà, de vos besoins, de vos questions diverses, etc. Donc voilà, on va passer maintenant aux questions, donc s'il y en a. Donc on va regarder tout ça de plus près. Alors, je vais me mettre sur les questions et on va aller dans l'ordre. Rémi Delicado, oui, qu'on a déjà rencontré, je me rappelle à une époque. On parle beaucoup de rentabilité par schéma analysé du point de vue de l'électron, mais aussi apparemment de la charge opérationnelle et administrative en plus. Il y a des contraintes dans une boucle d'ACC si on multiplie les consommateurs. Alors, je ne sais pas si c'est une question ou pas, mais nous, clairement, la charge opérationnelle et administrative, en tant que boîte, on fournit pas juste une solution digitale. Donc voilà, c'est ça qu'il faut quand même retenir. C'est que nous, aujourd'hui, c'est la solution qu'on propose, c'est vraiment une PMO déléguée avec la solution digitale et le support à boîte pour chacune de ces opérations-là. L'objectif, il est simple, c'est que ça soit le plus indolore pour l'installateur et pour les participants, qu'ils soient producteurs ou consommateurs. Alors, quid de l'obligation de licence annoncée récemment? Alors, la licence, donc ça c'est un vrai sujet donc, qui a été annoncé il y a déjà un peu plus d'1 an. Alors, il faut reprendre un peu l'histoire de ça. Il faut reprendre un peu l'histoire. Déjà, cette licence-là, à la base, quand elle a été créée par rapport à des PPA, à l'obligation de fourniture. Aujourd'hui, pour de l'autoconsommation collective, elle est complètement exagérée. Enfin, elle n'est pas du tout logique, cette licence. Donc voilà. Nous, typiquement, cette licence, on les a pas mis en place aujourd'hui. Et on fait tout pour ne pas le mettre en place parce qu'en fait, c'est contre-intuitif. Et on pense que globalement, ce texte, quand il a été créé, il voulait pas couvrir l'autoconsommation collective. Voilà, il voulait couvrir les PPA. Et on pense que d'ici pas si longtemps que ça, ça devrait, en tout cas, on devrait avoir une exemption pour l'autoconsommation collective.
Quel est le coût d'une licence? Alors d'une licence, peut-être. Alors nous, pour revenir là-dessus, on propose deux types de prestations. On propose des prestations liées au déploiement et on propose des prestations liées au suivi. Donc voilà, et elles vont varier. Typiquement, le déploiement, ce coût-là, il va varier de est-ce que vous voulez juste, voilà, vous êtes clair, vous avez déjà les producteurs, les consommateurs, et du coup, on déploie l'opération, ou est-ce que vous avez besoin d'un accompagnement plus de licences, etc. Mais voilà, pour un accompagnement plus standard, les démarches administratives, la création de l'espace, etc., c'est des coûts qui représentent quelques milliers d'euros en intégrant la PMO déléguée, etc. Pour le suivi, un suivi basique, c'est 500 € par an. Ça peut monter plus, mais voilà, il faut vraiment aller dans le détail sur, OK, de quoi on parle en amont pour le déploiement? Est-ce qu'on parle d'études? Est-ce qu'on parle voilà de tout le package ou pas? Parce qu'il y a toute une partie qui peut être faite par des bureaux d'études et ou des installateurs en interne qui sont un peu armés là-dessus. Et pour le suivi, c'est pareil. Est-ce qu'on parle de facturation entre les participants ou pas? Est-ce qu'on parle de 50 personnes ou est-ce qu'on parle de 2 compteurs? Et forcément, le coût va être assez différent. Mais ça, n'hésitez pas, on a une grille tarifaire qu'on pourra vous transmettre. Avez-vous des exemples de gains ACC sur producteurs et consommateurs uniquement de puissance inférieure à 9 kW, une boucle avec 50 maisons par exemple? Ouais, alors en fait sur le 9 kW, le gros sujet aujourd'hui, il est sur quel est le prix de surplus. Si on parle d'un nœud de FOA qui est à 12 ou 13 centimes, donc plutôt l'ancienne génération, en tout cas du moins ce qui se parle, il n'y avait pas vraiment d'espace économique. Voilà, l'espace économique était très faible, donc on a 2 opérations de ce type-là. Mais l'espace économique était très faible. Là, si on parle d'un projet à 4 centimes de surplus, pour vous donner les ordres de grandeur, si votre surplus est à 4 centimes et que vous avez par exemple 4 MWh de surplus, ça génère une valeur qui peut représenter 500 € voilà, par an. Ces 500 €, ils sont à partager après derrière entre le producteur et le consommateur. Donc le producteur, lui, si vous fixez le tarif à 4 centimes, les 500 € ils seront pour le consommateur. Si vous le fixez à 15 centimes, ils seront pour le producteur, on va dire. Mais voilà, c'est tout à fait possible. Le résidentiel aujourd'hui, le schéma qui a du mal à passer, c'est vraiment une centrale de 9 kg voilà, en autoconsommation collective avec une personne en face. Il y a l'espace économique qui est assez faible. Voilà. En revanche, si on parle d'une boucle avec un nombre de points non négligeables, là, ça devient intéressant. Quel tarif prenez-vous en moyenne pour de l'ACC, s'il vous plaît? Bon, là, je vous propose, on vous enverra même les grilles tarifaires. Donc ça, je pense que Laetitia qui anime derrière, elle va prendre les différents contacts et on vous enverra une grille tarifaire. Voilà, pour revenir à ça. Thomas, dans la comparaison de scénario pour le 36 kW, le gain dépend du taux d'ACI, donc de l'énergie qui reste pour l'ACC. Oui, bien sûr. Donc là, dans ce cas-là, on avait pris à peu près 35% d'ACI, d'autoconsommation individuelle pour le 36 kW. Donc voilà, c'est ce qu'on voit en fait aujourd'hui. Ce qu'on a observé, nous, c'est qu'il y a des cas où, pour des autoconsommations sur ce segment-là, vu que le surplus n'est pas vendu cher, des fois, quand il n'y a que 25-30% d'autoconsommation, on se met plutôt en vente totale. Et la vente totale, elle demande un compteur en plus, c'est plus compliqué au niveau du raccordement, enfin voilà, ça complexifie un petit peu. Et donc là, en fait, ce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus se déployer, c'est des centrales avec une autoconsommation en ACI qui n'est pas forcément énorme, et le reste de l'autoconsommation qui se fait en ACC parce qu'on a plusieurs compteurs. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que parfois, le compteur d'ACI, c'est pas forcément celui qui consomme le plus, même si c'est mieux de l'optimiser. Voilà, quel est le taux de consommation en ACI et en ACC sur l'exemple proposé? Alors, donc ça revient avec la question de Thomas. Donc, le scénario 150 kW, il y avait 0% d'ACI. C'était à la base, c'était une vente totale. Le scénario 36, et ça, c'est à peu près 35%. Je pourrais le retrouver, là, je l'ai pas de tête, mais je l'ai dans la simulation. La licence nécessaire pour le producteur dans le cas d'un projet en autoconsommation collective, nécessaire dans le cas d'un projet pour une copropriété avec plusieurs compteurs. Alors, la licence, c'est pour de la vente d'électricité. Donc voilà. Donc si c'est de l'autoconsommation, donc même si elle est multi-compteur, mais que c'est la même personne, voilà, on ne parle pas de licence de vente d'électricité. Il y a une dernière question.
Voilà. Alors, Pierre Offray, tac. Pierre Offray, bon ça, là on a répondu en partie sur une autre question, sur cette question-là, avec plusieurs producteurs, voilà, il y a un millier de producteurs typiquement potentiels. L'ACC peut être couplé à une solution de stockage physique afin d'améliorer le taux de... Oui, aucun problème. Vous pouvez coupler une autoconsommation individuelle qui intègre du stockage avec une autoconsommation collective. Donc voilà, c'est quelque chose qui est possible et vous pouvez même, et donc ça on a une opération qui est comme ça en cours, on a une personne qui est en autoconsommation individuelle avec stockage et typiquement son surplus il n'est pas vendu dans la communauté. Elle continue à le vendre à l'EDFOA. En revanche, elle récupère de l'énergie dans la communauté sur un autre producteur qui est présent. Donc il y a aussi ça à retenir. Il y a vraiment toutes les possibilités, il y a vraiment plein de combinaisons possibles. Donc voilà, c'est pas parce que vous avez du solaire que vous pouvez pas rentrer dans une communauté juste en tant que consommateur. Évidemment, le gain sera plus faible parce que si vous avez déjà une installation solaire, vous allez moins en prendre à vos voisins. Mais voilà. Alors je réponds à une dernière question. Dans le cas où plusieurs PDL sont détenus par des sociétés filiales d'un groupe, peut-on mettre en place une boucle ACC patrimoniale? Alors oui, quand c'est détenu par les filiales d'un groupe, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ACC patrimoniale, elle avait un gros intérêt par rapport à l'exonération d'assises, mais du coup maintenant elle est généralisée. Donc cette exonération, elle est moins intéressante. Voilà, elle est moins intéressante, c'est-à-dire, fait pas l'exonération, la boucle ACC patrimoniale, vous pouvez avoir plusieurs entreprises et là on démarre une opération juste avec 2 compteurs où la centrale, elle va appartenir à celui qui détient le bâtiment. Voilà, en général, le patron ou quelque chose comme ça. Et la société commerciale en dessous sera le consommateur. Ça a plein d'avantages ce cas-là. Vous séparez l'investisseur du consommateur. Ça vous permet de déplacer votre société commerciale si un jour elle est déplacée. Enfin voilà, il y a pas mal de possibilités. Alors on va s'arrêter là. Parce qu'il est 32. Alors juste, oui, on peut faire du stockage virtuel et une boucle d'ACC. Donc on en a un justement en cours. Et on s'arrête là, il est 32. Merci, en tout cas, merci pour les questions, etc. N'hésitez pas si vous avez de plus amples questions, vous prenez un petit rendez-vous, on prend 30 minutes, on échange autour de vos besoins, de vos spécificités. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, merci à vous et bon après-midi. Au revoir.